Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui voir un petit peu quelques informations du moment. Déjà, je vais aborder le sujet qui a occupé l'Amérique tout entière. Alors, c'est pas un drama, mais disons que les démocrates, progressistes sont toutes joyeuses. Pour ce qui concerne ce week-end, l'info du week-end aux USA, c'est le départ de la star de la chaîne de la télévision d'information Fox News, Tucker Carlson. Si beaucoup de médias n'osent pas dire pourquoi, dans certains cercles, on sait depuis longtemps que la société Dominion, la fameuse machine à voter digitale, sujet à des débats qu'on recouvre du manteau de fake news, a menacé la chaîne de poursuites pour diffamation. Car en effet, après l'élection présidentielle, Carlson a été un fer de lance de remontée d'informations sur des fraudes avérées ou non, mais dont les processus judiciaires et les enquêtes ont laissé paraître des flous dans lesquels on y a appliqué la possible influence ou dessous de table pour légitimer de dire qu'il n'y a jamais eu de fraude et conforter la victoire écrasante de Joe Biden. Donc oui, Carlston va donc être remercié, enfin il quitte officiellement la chaîne, certainement avec un compromis avec la direction de la chaîne parce que justement la chaîne ne veut pas se retrouver avec un procès au cul, que même si éventuellement elle pouvait apporter des preuves qu'il y a bien des doutes, des suspicions sur l'efficacité de ces fameuses machines Dominion, on connaît aujourd'hui l'état de la justice américaine. D'ailleurs, j'en ai fait souvent référence du fait que s'il y avait vraiment une justice qui fonctionnait aux États-Unis, il y aurait déjà pas mal de gens qui seraient déjà en tôle. Mais ceci dit, ça ne change pas grand-chose de ce que vous pouvez connaître en matière de système judiciaire en France. Et donc évidemment, ça a fait l'événement. Ça a fait l'événement puisque là, les progressistes crient victoire. L'une des personnalités qu'ils détestent le plus, une des personnalités qui a souvent posé les bonnes questions, qui a parfois apporté de façon un petit peu problématique des réponses, parce que malheureusement nous sommes aux États-Unis, et aux États-Unis parfois on a une fâcheuse tendance à se laisser emporter par les émotions, par le sensationnel, par le scoop, au point parfois d'oublier de faire dans le détail et d'essayer de vérifier l'information. Néanmoins les questions restent légitimes. Donc voilà un petit peu aux États-Unis ce qui est en train de se passer, et on vient d'apprendre aujourd'hui que Joe Biden vient d'annoncer officiellement qu'il sera candidat à sa propre réélection en 2027. J'ai envie de dire, vu le nombre de candidats qui ne se pressent pas au portillon pour éventuellement être en position pour les primaires des deux partis, on se demande si finalement, est-ce que ça ne serait pas une stratégie pour dire, bon allez, on va laisser le vieux croulant aller se faire un second mandat, parce que de toute façon, là, la situation devient compliquée, va y avoir quelque chose, va y avoir un boom, va y avoir une merde, une grosse merde. Donc autant que ça soit lui qui porte le chapeau, parce que de toute façon, à 80 ans. Donc ce qui fait que ça dissuade finalement d'autres politiciens éventuellement de vouloir se lancer dans l'aventure de la conquête de la Maison Blanche pour 2027. Parce qu'ils savent que la situation, elle est pourrie. Autre information et non des moindres, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a atterri à Damas mardi pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011. C'est aussi une image que beaucoup attendaient et qui ouvre la voie à une éventuelle future visite d'Assad en Arabie Saoudite, où il pourrait éventuellement rencontrer directement le roi Salman ou le prince héritier Mohammed Ben Salman. Reprise des relations entre l'Arabie Saoudite et la Syrie. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, la Chine a réuni autour de la table l'Iran et l'Arabie Saoudite pour travailler dans les prochains mois à une reconstruction des relations diplomatiques entre les deux pays. Là, je rappelle, l'Arabie Saoudite, c'est la famille Saoud, défenseur du wahhabisme, courant sunnite, alors que Assad est un alawite dissident de la branche chiite. Alors c'est
en plus de ça, vous pouvez rajouter éventuellement cette coopération qu'il y a eu sur la guerre du Yémen entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup pour voir des rencontres. Alors, on va voir dans le temps qu'est-ce que ça va donner, parce que, vous savez, en règle générale, on met beaucoup d'espoir dans des rencontres, et puis au final, tout d'un coup, il y a des sujets discordants qui font que finalement tout tombe à l'eau. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais il n'empêche que ça arrive à un moment, on parle de la dédollarisation. Ça arrive à un moment où, à l'ONU, l'ambassadeur russe, Avlov, je crois, a expliqué devant le parterre international qu'aujourd'hui, il y a une réalité que l'Occident, qui ne représente qu'une minorité, s'octroie la bonne vertu et le pouvoir, alors que de plus en plus, une grande majorité de pays commencent à s'affranchir de cette domination occidentale. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé qu'on allait reparler de l'Ukraine. Force est de constater que l'Ukraine, elle a un petit peu disparu des médias. Mais ça reste toujours avec les mêmes champs lexicaux que l'Ukraine, ce sont les gentils, les Russes sont les méchants. On a vu un officier supérieur français commencer à nous expliquer que de toute façon, si on veut la paix, il faut que la Russie soit démantelée. C'est-à-dire qu'il faut que la Russie soit détruite, partitionnée en des petits pays. Des petits pays qui, évidemment, n'auraient ni la force ni le pouvoir de s'opposer au nouvel ordre mondial. Être aussi assumé dans son atlantisme, ça démontre quelque chose. Ça démontre que, finalement, le plan ne se déroule pas comme prévu. Que la Russie, finalement, résiste bien plus que ce qu'ils espéraient, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Pas de révolution, pas de soulèvement dans quelques endroits que ce soit de la Russie. Parce que oui, on pourrait très bien faire en sorte de motiver que dans certaines villes, on commence à alimenter un petit peu la colère, la haine contre Poutine. Certains me diront oui, mais parce que Poutine est un dictateur, donc il tient son pays et son peuple d'une main de fer. Oui, enfin, là c'est un petit peu cliché et c'est un petit peu caricatural quand même. Et ce rapprochement qu'il y a entre la Russie et la Chine n'est pas pour arranger les affaires, évidemment, des Occidentaux. Raison pour laquelle Macron s'est cru pousser des ailes, de vouloir essayer de jouer sa carte, pour essayer de temporiser, pour essayer de relativiser la situation, et peut-être inviter la Chine à reconsidérer sa position vis-à-vis de la Russie. Pot de balle. Et nous avons Zelensky, qui désespère aujourd'hui de continuer sa petite tour des popotes pour essayer de réclamer toujours plus d'argent et toujours plus de matériel. Sauf que aux États-Unis, là aujourd'hui, une des épines dans le pied de Biden, c'est que les Américains sont de moins en moins d'accord pour continuer à alimenter cette guerre dont les 2 tiers des Américains se foutent royalement. Qui plus est, le problème, c'est que on a appris que 110 milliardaires russes se sont enrichis. Ils se sont enrichis par des situations, par des contextes qui font que finalement, les sanctions, elles n'ont pas servi à grand-chose. Ah oui, il y en a certains qui vont continuer à tenir le mordicus, le fait que oui, mais ça va venir, vous verrez, ça va mettre du temps, mais ça va être efficace, ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionnera pas. Oui, vous allez mettre des épines, vous allez mettre des bâtons dans les roues dans certains secteurs économiques, on pense à la technologie. Mais le rapprochement entre la Russie et la Chine fait que la Russie compte bien que la Chine lui permettra d'obtenir justement ces problèmes technologiques, ces problèmes d'accès aux composants, aux micro-composants. Donc on est dans une situation un petit peu de statu quo. Et c'est d'autant plus flagrant qu'on voit sur les réseaux sociaux des gens qui se comportent littéralement comme des inquisiteurs. Les nouveaux Torquemada qui viennent vous accuser, qui viennent vous faire culpabiliser
de penser que peut-être à un moment donné, il va falloir être raisonnable. Parce que être raisonnable, aujourd'hui, pour certains, c'est être pro-russe. Non. C'est dire simplement, c'est que, comme je vous l'avais dit, des sociétés telles que BlackRock ou Vanguard, qui ont signé des accords et des traités, qui ont signé des contrats avec les autorités ukrainiennes, ne vont pas attendre indéfiniment la fin de cette guerre. Pour eux, ils estiment qu'il faut à peu près un an et demi, mais si dans 2 ans la guerre est toujours là, ils vont abandonner. Tout comme d'ailleurs un grand nombre de sociétés qui s'étaient positionnées pour la reconstruction de la Syrie, dans l'éventualité de réussir à faire tomber Bachar el-Assad, eh bien on finit par abandonner au bout d'un moment, puisque la situation n'a absolument pas tourné à leur avantage. Donc il y a de fortes chances pour que BlackRock et Vanguard, à un moment donné, aient mis une limite, aient mis une sorte de seuil au-delà duquel ils se désengageraient de ce qu'ils ont signé avec les autorités ukrainiennes. Sauf qu'évidemment, les vautours sont toujours là et le peuple ukrainien commence à prendre conscience que finalement Zelensky, il n'existe toujours que parce qu'il a le soutien des banderas. Les banderas, ce sont les Ukrainiens nationalistes adorateurs de ce nationaliste qu'est Bandera. Et donc, il y a un moment donné où ça va coincer. Il y a un moment donné où même l'Europe ne va pas continuer à alimenter, à envoyer de l'argent, à envoyer du matériel et se dépouiller de notre propre matériel militaire pour ce pays où, de toute façon, on semble bien que personne, pour l'instant, ne veut faire de compromis. Même si la Chine a mis sur la table un accord de principe pour essayer de mettre un terme à la guerre. Sauf qu'évidemment, la Chine accède au fait de reconnaître que la Crimée et le Donbass resteront russes. Ce qui, évidemment, pour les Occidentaux et Washington est inacceptable, parce qu'évidemment, ça serait tout simplement se démentir de ce qu'on vous prétend, de ce qu'on vous dit depuis des mois et des mois, qu'on va gagner à la guerre, qu'on va repousser les Russes, qu'on va reconquérir la Crimée. Or, malheureusement, au vu de l'état de la situation, et en plus de ça avec la menace de Taïwan, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un game over avec cette guerre en Ukraine. Donc, affaire à suivre. Autre information et non des moindres. La politique de rénovation énergétique des logements voulue par le gouvernement a-t-elle porté ses fruits? Difficile à dire sans passer par une étude à grande échelle. C'est pourquoi, pour la première fois depuis la mise en place de cette campagne, l'État va collecter massivement les données concernant la consommation réelle de gaz et d'électricité d'un échantillon de foyers. Oh non, il n'y aura pas de collecte d'informations. La politique de rénovation énergétique des logements voulus par le gouvernement, les logements soumis à l'enquête ont été sélectionnés parmi 3000 communes représentatives du maillage du territoire, des métropolitains et des ruraux, entre autres. Ce choix permet de garantir une bonne représentation en termes des résidences principales d'énergie et de mode de chauffage. L'État s'apprête à collecter les données de millions de foyers. Alors, faites-vous partie des élus? Pour le savoir, il suffit de jeter un coup d'œil aux divers courriers officiels que vous avez dû recevoir ces dernières semaines. En effet, pas moins d'1 million de foyers a été tiré au sort. Les ménages désignés ont tous reçu en début du mois d'avril un courrier du ministère de la Transition écologique les informant de la tenue prochaine de l'étude. Une note qui précise bien que les données collectées seront anonymisées, et seulement utilisées à des fins statistiques. Par ailleurs, dans le cas où un foyer désigné ne souhaiterait pas participer, a tout à fait le droit de refuser. Les personnes ne souhaitant pas prendre part à l'étude disposent de 30 jours, suivant la réception du courrier, pour se manifester en envoyant un mail ou un courrier à l'adresse indiquée sur le document. La politique de rénovation énergétique est-elle efficace? Comment l'opération va-t-elle se dérouler? Tout d'abord, si vous avez en votre possession le fameux courrier, rassurez-vous,
Il n'y a concrètement rien à faire. Les consommations mensuelles d'énergie et de gaz soumises à l'enquête seront transmises automatiquement au service statistique du ministère de la Transition écologique. Les premières données seront collectées via les compteurs connectés, le Linky en tête, et ce, un mois après la réception du courrier. Ensuite, ils seront recueillis tous les 6 mois. Lorsque les statistiques auront été récoltées, un nombre suffisant, les services de l'État vont comparer la consommation d'énergie des logements rénovés et de biens non rénovés depuis l'année 2018. Souvenez-vous, on en a parlé. On avait soi-disant garanti que non, il n'y aurait pas de collecte de données. Donc avec cette étude, cette statistique, en effet, peut-être qu'ils ont l'intention d'utiliser cette statistique pour élaborer ou peaufiner leur politique. Le fait est, c'est que sous-jacent cette statistique, en réalité, ils sont en train de tester la fiabilité de la récolte d'informations, de la récolte de données, afin de les étudier, de les compiler, et tout le tralala, etc., etc. Je vous ai dit, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer sur la digitalisation. Et là, c'en est encore qu'une partie émergée de l'iceberg. Force est de constater que de toute façon, vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper sur le fait aussi de voir que de plus en plus, votre argent va être de plus en plus sous contrôle des banques. On en a parlé depuis très longtemps et ça commence à se concrétiser sur la volonté de retirer progressivement l'argent liquide. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus payer que par des outils digitaux, carte bleue, etc. Même les chèques, les fameux chèques, tôt ou tard vont finir par disparaître. Alors, on en reparlera certainement parce que ce sont des petits morceaux d'un puzzle qui est en train de se mettre en place. Et qui, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le Forum économique de Davos, on a entendu dans ce forum des choses qui sont tout à fait significatives du fait qu'ils ont bien l'intention, cette fois-ci, de commencer à accélérer le mouvement. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez du patrimoine, ne le laissez pas dans les banques. Achetez. Achetez des objets d'art, achetez des tableaux, achetez des biens, achetez de l'or, achetez des choses qui ont une valeur et qui garderont toujours cette même valeur. Parce que votre argent, dans quelques années, vous aurez de plus en plus de mal à y avoir accès, de plus en plus de mal à pouvoir acheter des choses discrètement sans que vous devriez ou devrez rendre compte à votre banque de ce que vous avez l'intention d'acheter. Eh oui, ça risque d'être compliqué. Et enfin, pour terminer cette vidéo, très rapidement, nouvelle révélation sur les Twitter Files. Le docteur Fauci a nié sous serment d'utiliser les réseaux sociaux alors qu'il était impliqué dans la stratégie Twitter de Big Pharma et de la Maison Blanche. Et oui, cette histoire, elle continue. Évidemment, on en parle de moins en moins sur les médias et on a même nos fameux débunkers qui essayent de mettre un petit peu la couverture sur ces Twitter Files. Parce que finalement, ça démontre bien tout le contraire de ce qu'il voulait essayer de nous démontrer, que c'était la faute de la fachosphère, etc. On a aussi une pétition qui existe sur l'Assemblée, sur le site de l'Assemblée, c'est pas le site de l'Assemblée nationale, c'est un site lié à l'Assemblée nationale. Et vous avez une pétition qui a été mise en place pour la destitution d'Emmanuel Macron et qui a, au moment où je vous parle, obtenu déjà plus de 9000 signatures. Et ça augmente. Donc je vous mettrai le lien en description, si ça vous intéresse. Même si, encore une fois, ça reste un élément factuel pour tâter un petit peu la tendance de ce que des gens qui peuvent éventuellement être d'accord avec l'argument de cette pétition, en sachant que cette pétition, de toute façon, ne va pas servir à grand-chose, parce que, comme en général, toute action qui est organisée pour essayer de dissuader
des gens de pouvoir, généralement ça ne fonctionne pas énormément. Vous avez une députée de Mayotte qui a poussé un coup de gueule. Vous avez entendu, on a l'intention, enfin tout du moins le petit cercle élitiste, bourgeois, gauchiste, humaniste, a l'intention d'utiliser Mayotte comme un centre de migrants. Oui, sauf que Mayotte, ils ne sont pas d'accord. Hein, elle pousse un coup de gueule, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et que puis-je vous dire d'autre pour terminer cette vidéo? Oui, alors le bouclier tarifaire qui va s'arrêter, donc évidemment, il va y avoir des augmentations assez importantes de faillites. Et les entreprises européennes avertissent que les énergies renouvelables ont besoin d'une politique et d'un soutien financier pour rester sur la bonne voie. Des sous, toujours des sous, toujours plus de sous. Le 24 avril, à Bruxelles, l'industrie européenne des énergies renouvelables offshore n'est pas assez importante pour atteindre les objectifs des gouvernements visant à développer rapidement l'énergie verte et nécessite une augmentation de soutien politique et financement pour se mettre sur la bonne voie, ont déclaré lundi les entreprises européennes du secteur. Les entreprises européennes du secteur. C'est-à-dire que ces entreprises qui, évidemment, touchent des subventions, touchent des subventions pour installer des éoliennes, des photovoltaïques un peu partout, etc. Le problème, c'est que c'est des entreprises privées qui ont besoin d'une évolution de leur chiffre d'affaires. Or, si on leur fournit des subventions, il y a un moment donné, les subventions ne peuvent pas compenser les besoins de chiffre d'affaires. Donc là, ces entreprises européennes sont en train de réclamer plus d'argent pour faire plus de profit. En installant des merdes qui, au bout de 25 ans, on vient d'apprendre que les pales des éoliennes ne sont pas recyclables. Oups. On vit un monde formidable. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez attentifs et surtout soyez critiques.